Est-ce que ça marche ou ça marche? Ça a l'air de marcher. Oui, pourquoi? Oui, et pourquoi si je regarde sur le site, sur les pages, il n'y a pas? Regardez, là, vous avez une personne qui vous regarde. Là. Oui, c'est vrai? Oui, 4 personnes. Ok, alors ça marche. Alors, ça va commencer bientôt. 5 minutes. Nous sommes déjà en direct. La conférence commence en 2 minutes. Bon. Je vais vous présenter. Ouais, exact. Commencer. C'est bon, c'est bon. Il est en direct, là. Oui, bon, c'est pas grave. Qu'on soit en direct. Ça ira bientôt. Ouais, oui. On est en train de commencer. Hein. Quelques secondes. Une mauvaise feuille. Non, il a déjà fait monsieur. Bon, les personnes qui ont commandé un café qui se manifestent. Hein. Qui veut un café, après, on arrête. Bon, bah c'est bon, moi j'en plus de prends. café. Pas commandé. Voilà. C'est pas le conférencier qui voulait un café. Comment? C'est pas le conférencier. Non, il n'a pas le droit de vous donner. C'est bon? C'est bon. Alors bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Donc là, on commence par la première conférence de l'année. Donc on commence avec une personne qui est connue, M. Adinolfi, qui va se présenter lui-même. Déjà, je vous demande spécialement pour la conférence. Voilà. Je vous laisse. Alors, chers camarades socio-bastionnistes, que vous appelez comme ça, merci de m'avoir accueilli. Bon, d'après le titre, j'imagine, de la conférence, concerne le nationalisme révolutionnaire et ses perspectives dans l'avenir. Donc, en fait, j'ai pris quelques notes pour essayer de tenir la conférence de cette manière, c'est-à-dire de parler, de mettre à point un petit peu de quoi on parle, et de manière que ce qui est historique puisse aussi, surtout pour comprendre la réalité et l'actualisation, parce que entre la naissance du nationalisme révolutionnaire et aujourd'hui, il est passé, ça dépend, ils sont passés un siècle ou peut-être deux, ça se discute, mais en réalité, c'est plus qu'un millénaire au niveau de changement de la société planétaire. Alors, commençons par quelques notes que j'ai prises. Qu'est-ce que c'est le nationalisme révolutionnaire? Alors, Weber fait naître le nationalisme révolutionnaire à l'épopée de Balticum, c'est-à-dire ce sont les corps francs qui vont tout seuls, d'une façon à la fois militaire et anarchiste, à défendre la terre de leur père, et tout en trahissant une logique qui est née sur les tranchées, qui est une logique révolutionnaire, autrement révolutionnaire que la révolution bolchevique. Là, c'est encore un autre vaste sujet sur la différence, sur les deux révolutions, entre guillemets, qui ont pu naître tout à fait opposées, mais qui ont pu naître dans la même nuance. Et ces nationalismes révolutionnaires, c'est lui qui donne après, évidemment, la
qui ouvre la route à ce qu'on appelait la Révolution nationale. La Révolution nationale qui a eu lieu dans plusieurs pays d'Europe, en particulier tout d'abord en Italie, puis en Allemagne, et puis bon, de manière différente dans d'autres pays. Ça, c'est la lecture de Renner. Moi, je me permets de dire que ce n'est pas tout à fait ceci, parce que le nationalisme révolutionnaire en est, d'après moi, beaucoup plus tôt. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on entend pour nationalisme révolutionnaire? On entend que la nation, en tant que telle, n'est pas seulement un concept abstrait ou un concept fermé, mais un phénomène révolutionnaire. C'est un phénomène dynamique qui impose une destinée et qui demande en même temps le dépassement des différences sociales. Alors, justement, on parlait de la guerre, la Première Guerre mondiale. La différence, les deux grandes révolutions qui sont nées de la Première Guerre mondiale sont la russe et l'italienne, où quand même la vision de la guerre est complètement opposée. Mais c'est la guerre qui accouche le deux. Et la différence entre Lénine et Mussolini, qui étaient quand même relativement en bonne relation, qui n'ont même resté en bonne relation après, c'est ce qui est l'importance de la chose, c'est que Mussolini a dit à un certain moment, quand il a décidé de partir dans la campagne pour l'intervention dans la Grande Guerre mondiale, il a conclu que la classe est un argument réactionnaire et la nation est un argument révolutionnaire. Donc ça précède même la Première Guerre mondiale, mais en fait, je pense qu'il y a tout un courant historique qui vient, d'après moi, depuis déjà quels sont les repères historiques de Mussolini, donc Napoléon et la Risorgimento d'Italie. C'est-à-dire, il y a la vision d'une révolution, d'une évolution, si l'on veut, sociale, qui est ancrée dans une tradition et dans un corps unique et pas dans une question qu'on puisse désagréger. Donc, probablement, on peut dire que le nationalisme révolutionnaire qui vit différentes époques sort même, si on veut, de la Révolution française, mais en s'opposant, grosso modo, à la ligne subversive de la Révolution française. C'est la rectification à l'intérieur du réel. C'est un peu ce qui fait la différence entre le fascisme ou les fascismes globalement et la réaction. C'est que le fascisme a toujours imaginé que la rectification de choses est faite en se mettant à la tête des dynamiques et pas en se mettant contre les dynamiques en disant que les dynamiques sont mauvaises. Normalement, les dynamiques ne sont pas mauvaises en soi, c'est la façon dans laquelle elles sont gérées. Donc, c'est prendre la tête de la bête. C'est pas tout à fait dans ce sens-là qu'il est dit, mais un peu c'est la formule de voilà, chevaucher le tigre, c'est un peu la formule qui a créé et qui correspondent à toutes les poussées du nationalisme révolutionnaire dans toutes ses formes à partir du début du XIXe siècle. Alors, évidemment, nous avons deux éléments dans ce concept, nationalisme révolutionnaire. Nous avons la nation et la révolution. Alors, nation, c'est autre chose, c'est ça aussi, mais c'est autre chose que la patrie et la souveraineté. Parce que la nation, c'est une vision même que, si on le prend même d'un point de vue étymologique de ce qui était entendu à l'époque des Romains, la nation, c'est quelque chose qui est très dynamique. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Et c'est quelque chose qui a nécessité d'une dynamique. Une dynamique qui peut devenir impérialiste, ou qui peut devenir universaliste, ou qui peut devenir autre chose. Mais c'est fondamental que ce soit cette idée. Et qui est une idée qui précède la naissance des États-nations. L'Italie et l'Allemagne, par exemple, la France, c'est une autre histoire. La France, grosso modo, ça s'est fait comme nation très tôt, comme nation institutionnelle. L'Italie, ça se fait en 1860, l'Allemagne même en 1870. Mais si on va penser que les Italiens n'étaient pas conscients d'être Italiens, ou qu'il n'y avait pas une idée nationale italienne, ou qu'il n'y avait pas une identité italienne jusqu'à 1860 ou jusqu'à
820 quand on commence grosso modo les poussées nationalistes du Risorgimento, on se trompe parce que l'idée de l'Italie était très forte beaucoup avant, au point que pour des raisons qui viennent même de beaucoup plus loin, l'État-nation était même considéré un conteneur trop petit pour l'Italie. Bon. Donc, ça, c'est important à savoir. Révolution, ça veut dire quoi? Il y a mille façons de définir la révolution. L'idée qui concerne la révolution française, qui est donc que révolution signifierait, grosso modo, tout foutre en l'air pour changer, mettre le sens dessous tout ce qui est. Mais ça, ce n'est pas vraiment comme ça, parce que ça, c'est une définition de révolution qui, effectivement, c'est plus juste appelé subversion. Puis il y a d'autres manières de définir la révolution, mais ce sont tous des manières, comment dire, idéologiques. En réalité, si on parle techniquement terre à terre, la révolution, c'est l'idée d'avoir une action directe, continuelle, dans une transformation dynamique. Après, quelle est la formule de la révolution, quelle est la couleur de la révolution, quel est l'esprit de la révolution, ça c'est autre chose. Alors, nation et révolution, ce sont des éléments qui vont ensemble, de cette manière, en créant un mariage particulier, qui ont donné la naissance au nationalisme révolutionnaire. Alors, ça se voit aussi pendant la guerre mondiale, la deuxième, et tout de suite avant, parce que cette idée de la nation révolutionnaire, c'est aussi une idée, comment dirais-je, de justice sociale et de reconquête ou des conquêtes économiques, sociales et de liberté, etc. Donc, un des slogans principaux de Mussolini était Italie prolétaire debout. Prolétaire. Il a considéré l'Italie comme la nation prolétaire dans le cadre mondial et qui allait chercher sa place au soleil vis-à-vis des autres puissances. L'Allemagne divisée déjà, parce qu'elle avait déjà été divisée en 19, voyez sa reconquête comme une grande question de réaffirmation de quelque chose qui venait de très loin, de très profond, mais c'était une réaffirmation. Le Japon, et il a même lancé tout un ensemble d'idées forces sur le panasiatisme et sur la libération du colonialisme. Donc, on voit évidemment décliner de manières différentes. On voit que cette logique à la fois nationale et révolutionnaire dans les trois principaux éléments de la Deuxième Guerre mondiale face au reste, bon, sur lequel on peut discuter, c'est un peu compliqué. Alors, cette dynamique qu'on retrouve, comme je dis, déclinée de manière différente, on le retrouve dans Napoléon, on le retrouve dans les Sorgimento, on le retrouve après dans les confrères, on le retrouve dans la Deuxième Guerre mondiale et surtout dans le mouvement qui précède la Deuxième Guerre mondiale, qui n'est pas comme on le croit, parce qu'on imagine quand on parle normalement de la Deuxième Guerre mondiale, on ignore tout, et donc on imagine, sans aller là jouer qui est le coupable et qui n'est pas le coupable, qui a déclaré la guerre, etc., etc., etc. Pour rester tout à fait dans les choses très simples, toute la planète était embrasée par un courant révolutionnaire qui voulait plus de justice et de toute façon plus d'autonomie et de conditions économiques et sociales qui n'étaient pas celles du capitalisme et qui n'étaient pas colonialistes. Et toute cette planète a produit de grandes, enfin presque toutes les élites de l'époque des années 30 et des années 40 étaient, disons, en grande majorité du côté de l'Axe. Et tous les grands personnages de la littérature, etc., étaient de ce côté-là à l'époque. Donc ça démontre que c'était un moment d'une poussée particulière. L'après-guerre, ça change pas tout. L'après-guerre, ça change tout dans le sens que tout a changé. Donc ça ne change pas tout. On se trouve face à un monde qui a été conquis et partagé. Qui a été conquis et partagé avec des espaces encore très ouverts, encore très libres. Ces espaces très libres et très ouverts étaient ceux dans lesquels il y avait
la question de la décolonisation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les nationalismes révolutionnaires de l'après-guerre décident de découvrir une chose fondamentale qui lui vient du reste, qui est du reste légué déjà par la période de la guerre, parce que ça lui vient de La Rochelle, ça lui vient de Mussolini même. Il découvre une chose fondamentale. Il découvre que on est passé dans une époque de grand impérialisme international, que pour obtenir une vision, pour obtenir une reconquête révolutionnaire, il faut se centrer sur l'Europe. Donc il lance l'idée du nationalisme européen, qui est partagée un peu par toutes les composantes nationalistes révolutionnaires européennes, qui trouve quand même peut-être comme premier personnage de pointe Jean Thiriard, qui crée Jeune Europe et qui fait, et dont la trace est très importante. Et en même temps, nous avons le phénomène de Péron. Le phénomène de Péron, c'est un phénomène important parce que Péron est un général argentin ou un colonel, qui réussit, grosso modo, je ne vais pas aller trop loin, sinon on ne va pas rentrer dans tous les détails, qui réussit grâce aussi à sa femme, qui prend la tête de Descamillados, donc de paysans qui sont dépossédés, tout ça, qui réussit à prendre la tête du gouvernement, à faire une révolution par la voie démocratique du reste. C'est la deuxième révolution par la voie démocratique qui existe dans la planète, parce qu'il n'y a eu que deux, en Allemagne et en Argentine, parce qu'il n'y a aucune autre révolution démocratique, aucun autre régime a été changé par voie électorale directe, ni le régime démocrate, parce qu'évidemment, on ne peut pas prendre le pouvoir de façon démocrate parce qu'ils ne les avaient pas avant, ni les autres, ni communistes, ni droite, etc. Aucun a réussi à prendre le pouvoir de façon électorale. C'était le cas en Allemagne, et c'était un peu le cas en Argentine, parce que quand même, sont les coups d'État, grosso modo, pour la libération du personnage qui était en prison grâce à sa femme et des Descamillados, ça n'a pas eu lieu. Bon, il lance une idée, c'est l'idée de la tercera position, la troisième position, c'est-à-dire l'alliance entre l'Europe et ses anciens et ses frères d'autres océans pour contrecarrer la puissance nord-américaine et la puissance soviétique, et en même temps, il se pose à la tête, il est parmi les gens qui sont à la tête du front anti-impérialiste. Et ce qui explique aussi pourquoi dans les années 60 et 70, la plupart de nationalistes révolutionnaires se trouvent souvent dans le front anti-impérialiste. Bon, évidemment, avec des différences importantes, ça dépend de quel front anti-impérialiste, quelle époque, où et comment. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Yalta, justement, Yalta, le partage de la planète, après que les capitales a gagné la guerre contre le peuple, la guerre mondiale contre le peuple, ça, c'est Yalta change le cadre. Et puis nous avons un autre cadre qui changera beaucoup plus tard, qu'on peut dire c'est la chute du mur de Berlin. En fait, c'est pas la chute du mur de Berlin en soi, parce que la chute du mur de Berlin, ça vient de beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop de causes, mais il y a des éléments qui vont avec, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on n'arrive pas tellement à comprendre. Et donc, de toute façon, dans la période qui va de Yalta à la chute du mur de Berlin, là, le nationalisme révolutionnaire, tout en étant minoritaire, reste sur des positions absolument d'avant-garde, culturelle, politique, sociale, et avec un dynamisme assez significatif. Tout en étant à la fois surtout anticommuniste et anti-américain, le deux à la fois. Après 1989, il y a, ça change tout, mais ça change tout pourquoi? Alors, tout le monde parle de la chute du mur de Berlin, et comme si la chute du mur de Berlin était, ce qu'il était, mais comme s'il était simplement le fait de l'implosion interne du communisme en Union soviétique. Ce qui était tout à fait le cas,
ou comme c'était, mais c'était aussi le fait d'un changement des relations de force dans la planète, d'un changement global de la planète. Parce que bon, sans la peur fondamentale à la fois de l'Église et surtout, d'après moi, du capital allemand, le communisme ne serait pas tombé. Toutes les relations de force avaient commencé à changer. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'époque précédente, à l'époque d'aujourd'hui, ce qui nous mène à penser effectivement que va-t-on faire, quel est l'avenir? Il sont passés tellement de choses que je pense que dans l'humanité n'ont jamais eu lieu tout autant en même temps. Alors nous avons eu déjà au moins trois révolutions anthropologiques, techniques, qu'on n'arrive même pas à comprendre, dont on n'arrive même pas à comprendre l'importance. La première, c'est la révolution satellitaire. Le satellite, c'est ça. Le satellite, c'est ça. C'est le téléphone. Le satellite, c'est votre voiture. Le satellite, c'est le fait que, par exemple, aujourd'hui, tout le monde parle sur un langage binaire. Cette liste, c'est qu'on est toujours partout sans être nulle part. C'est qu'on a les frontières n'existent pas non plus, mais n'existent pas non plus, non parce qu'il n'y a pas de douane, mais parce que les relations, les capitaux et tout ça n'ont même plus besoin de passer par la frontière. Donc ça nous a changé tout, et tout en changeant, ça nous a changé la souveraineté, ça nous a changé les limites, ça nous a changé l'espace, ça nous a changé le langage, ça nous a changé les mentales, et ça nous a changé aussi même en grande partie les fondements de la géopolitique. Deuxièmement, c'est une chose qui s'est passée. La première, évidemment, ça n'avait pas été annoncé par les avant-gardes nationalistes révolutionnaires, mais la deuxième et la troisième, oui. La deuxième qui s'est passée, c'est que dans l'évolution du monde, on a commencé à acquérir de dimensions continentales ou subcontinentales. Donc, il n'y a aucun sujet qui est politique mondiale qui peut exister s'il n'a pas une envergure, une puissance de la géographie au moins subcontinentale, et qui de toute façon n'aura jamais de puissance s'il ne détient pas un pouvoir satellitaire. Le troisième élément qui s'est passé, et qui lui aussi avait été annoncé par les avant-gardes nationales révolutionnaires dans les années 60, c'est le passage de l'axe du centre du monde, de l'Atlantique au Pacifique. Aujourd'hui, il n'y a que l'Allemagne, il n'y a que deux pays vivant du côté atlantique qui font partie de 20 principaux de 20 principaux pays qui ont plusieurs atouts en jeu. Tout se joue sur le Pacifique, même la stratégie d'Obama et la stratégie de Trump sont des stratégies qui abandonnent l'Atlantique, grosso modo, pour aller jouer dans le Pacifique. Donc, en fait, nous sommes trouvés en face à des choses que la révolution satellitaire a apporté autant, si ce n'est pas plus, de changements dans notre mode de vie de ce qu'est la révolution électrique avait porté au début du XXe siècle. La formation de la continentalisation, allant avec ça, a fait de manière qu'il faut tout réimaginer pour avoir déjà une base de défense, une base de croissance, et le passage du Pacifique, de l'Atlantique au Pacifique est exactement la même chose que quand le centre du monde est passé de la Méditerranée à l'Atlantique. C'est quand l'Atlantique, grâce à la découverte de l'Amérique, est devenu le centre de la planète, que l'Angleterre, pays marin complètement, jusqu'à là, complètement secondaire, est devenu assez vite la première puissance mondiale, et les pays qui étaient sur la Méditerranée, qui ne se sont même pas rendus compte de ce qui s'est passé,
ont perdu largement de terrain. Et pareil, la continentalisation est aux États-nations. La création de l'État-nation était à l'époque vis-à-vis quand il y avait les communes, les seigneuries, par exemple, le centre du monde, dans le 15e siècle, le 14e et 15e siècle, puisqu'il était beaucoup plus avant que les autres dans cette logique, disons, de ville-État, si on veut le dire. Elle a tardé beaucoup à se rendre compte de l'importance de devenir une État-nation, et donc elle est devenue secondaire par rapport à tout le reste. Ce que nous sommes en train de faire tout notre aujourd'hui vis-à-vis de l'ensemble qui se présente. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, effectivement, souvent les gens se posent la question, que fait-on? Alors, il faut dire que, grosso modo, le problème de que faire et parfois l'angoisse ou l'idée, le désespoir ou l'espoir parfois sans signification qu'on retrouve disons dans le milieu qu'on peut fréquenter, ne sont pas propres exclusivement à ces milieux, parce que c'est un problème que tout le monde se pose, parce que tout le monde a un désarroi. Tout le monde a un désarroi pour une pure et simple raison, c'est que tout est étant en train de se transformer de façon hyper vite et hyper radicale, c'est difficile de suivre le courant et surtout de s'approprier de la tête du courant. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tout le monde, quand je dis tout le monde, je dis tout le monde, d'un n'importe quel côté du cadran politique, essaye de mettre en route quelque chose qui copie vaguement la copie de quelque chose qui était. Je veux dire, aujourd'hui, nous vivons, on essaye de créer de droite, de gauche, etc., qui essayent de copier, quand on veut essayer, qui essayent de copier ce qui existait entre les années 60 et 80, qui, elles, des choses qui avaient eu lieu beaucoup d'années plus tôt. Donc, on copie des copies. Et en copiant des copies, on ne va pas trop loin. Alors, il se passe aussi qu'il y a un élément qui est très trompeur. L'élément qui est très trompeur, c'est que il y a comment dirais-je, un désarroi, en fait, populaire assez large, parce que les gens se trouvent pas bien dans cette situation, ce qui me paraît absolument logique, parce que aujourd'hui, la société est en train de se désagréger et on n'a pas tellement de grandes idées pour l'avenir ou de grands projets pour l'avenir. Alors, le problème le mental dans le milieu des sans-droits sont passés du nationalisme révolutionnaire au nationalisme réactionnaire, ce qui est tout à fait autre chose. C'est-à-dire, avec l'idée de pouvoir prendre la tête ou interpréter le malaise général pour capitaliser quelque chose, on donne une vision réactionnaire et anti-historique à ce même malaise. En travaillant sur de vraies utopies qui ne peuvent pas marcher. L'exemple puissant de ceci, c'est le Front National de Marine. Le Front National de Marine, c'est le paradigme du malentendu et de comment on peut arriver jusqu'à des points, parce que prendre 11 millions de voix, c'est extraordinaire, donc c'est un énorme succès, mais comment on peut arriver à prendre la tête d'une dynamique qui est une dynamique perdante, sans être capable de la transformer en quelque chose d'autre. Et donc, comment on arrive sur la vague pour être écrasé. Et voilà. Donc, parce que, entre autres, le vrai problème, c'est que dans le changement global, le changement de tout ce qui se passe, il y a un truc qui est très important, qui s'est vérifié, et duquel on ne se rend pas compte. C'est qu'on est carrément dans la pré-démocratie. Alors, être dans la pré-démocratie n'est pas un drame, parce que la démocratie, en réalité, au-delà d'un village, n'a jamais existé.
La démocratie, normalement, c'est un leurre. Parce qu'en fait, François Mitterrand, donc je ne cite pas quelques savants ou quelques, je sais pas, idéologues du complot mondial ou que ce soit, François Mitterrand, quand il a donné ses mémoires avant de mourir aux journalistes, il a expliqué, il m'a dit, pour gouverner en France, il suffit de mettre ensemble 80 personnes. Alors, dit par quelqu'un qui a pris 2 fois l'Élysée, qu'il explique qu'il faut mettre ensemble 80 personnes pour régner en France, ça démontre, c'est pas le seul, parce que ça démontre que la démocratie, c'est quelque chose d'externe. C'est-à-dire, c'est très facile de faire voter les gens comme on veut, ou de faire croire que les gens vont voter comme on veut, si on met ensemble les gens qui comptent. C'est un ensemble de relations de force parmi des petits groupes et des petites lobbies. Aujourd'hui, en particulier, la vitesse elle est tellement loin que il y a une différence entre le substantiel et le formel, mais une différence énorme. Donc, tout ce qui est la comédie électorale sert beaucoup à un point de vue psychologique pour que les gens puissent avoir une idée psychologique de quelque chose et puis ça peut être utile pour beaucoup d'autres choses. Mais ça n'a aucune possibilité de changer quoi que ce soit. Autre leurre fondamentale sur lequel le Front National s'est basé, c'était l'idée que le système était en crise. Le système n'a jamais été plus fort qu'aujourd'hui, c'est la société qui est en crise. C'est complètement différent parce qu'un système qui se fonde sur une logique capitaliste et communiste à la fois, il a le mépris des gens et est habitué à la manipulation et à l'exploitation des gens. Et si les gens n'ont pas de pouvoir de lutte et de chantage, ça n'a aucun problème. Je fais un exemple tout à fait bête, la disparition du pouvoir des syndicats. Bon, on peut toujours dire c'est des traîtres, c'est des vendus, ce qui est toujours vrai, mais ça ne veut rien dire dans le sens de la dynamique. Dans le sens de la dynamique, c'est une autre chose. Pourquoi les syndicats étaient forts il y a 30 ans et pourquoi aujourd'hui ils sont faibles? Parce qu'il y a 30 ans, un syndicat pouvait aller face au patron, disons, et dire on croise les bras et l'autre avait tout à perdre dans sa production. Aujourd'hui, si le syndicat va devant le patron à dire on croise les bras, le patron se frotte la main, il ferme la boîte et il en va là où en Thaïlande. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de possibilité d'action parce qu'on n'a pas le pouvoir. Donc, si on n'a pas un pouvoir de nuisance, de chantage ou d'affirmation, le fait d'avoir raison ou d'avoir tort, ça n'a aucune importance. Alors aujourd'hui, nous vivons dans cette après-démocratie avec un système très fort et en plus, tous les éléments pour lesquels les gens votent ou ne votent pas le Front National sont passés que Marine avait pu être. Donc, dans son ensemble, c'est fantastique parce que le summum de la possibilité qu'on peut rejoindre avec une utopie et de la facilité de comment ça s'écrase face à la réalité. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que venons, puis je vais terminer assez vite, comme ça on va faire un débat, sinon je vais venir trop parce qu'on va venir dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'il se passe à part justement cette folie, cette utopie de changer le monde en capitalisant le mécontentement des autres par les urnes. À part ça, on ne peut pas réduire à ça ce qui existe dans ce qui est, quelque manière, a hérité le droite radical, le droite révolutionnaire, etc. Ce qui reste, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a une grande volonté de résister. Je pense que vous me corrigez si je me trompe. Vous avez une grande volonté de résister, de résister surtout au politiquement correct, de résister à niveau d'identité, de résister face à la mondialisation.
Et donc, grosso modo, ce qui peut rassembler dans l'ensemble, merci, l'ensemble de différents courants de nationalistes, appelons ça comme ça, pour entendre, c'est ça, c'est un défi, et c'est surtout une forte anthropologie sociale, dans laquelle on a même l'envie de démontrer sa propre identité, même de l'afficher. Je veux dire, aux années 70, il n'y avait pas besoin, par exemple, de montrer des symboles ou de. On ne ressentait pas le besoin. Aujourd'hui, on sent plutôt le besoin parce que c'est une question d'anthropologie sociale. On vit dans cette époque ici. Alors, quand je dis, en terminant cette exposition, je ne vais pas dire absolument que cette force de résistance qui est bonne en soi est obligée à se perdre dans des illusions et à disparaître dans le changement de la planète. Je dis seulement qu'il faut voir comment on peut regarder au futur. Comment on peut regarder au futur? Moi, je pense que pour le futur, il y a 4 axes à considérer. Le premier axe sur l'identité future, ce sont les identités cloniques. Alors, je veux dire que c'est justement cette force de résistance qui peut être encore plus forte, mais plus forte surtout à niveau d'identité, des sentiments d'identité, et en gardant des espaces, grosso modo, sacralisés. Donc, des espaces qui se gardent, qui se tiennent. Ça, c'est déjà bien en soi. Mais évidemment, ceci ne permettent pas de parler des nationalismes révolutionnaires encore. Pour qu'il soit un nationalisme révolutionnaire, il faut qu'il reprenne un essor révolutionnaire, donc il faut quelque chose d'autre. D'après moi, il y a un deuxième élément qu'il faut coudre à ceci, c'est l'organisation des autonomies sociales. Je m'explique. Là, parmi les autres choses les autres conséquences de cette révolution planétaire qui donnée par les satellites, par l'organisation, etc., il y a à la fois les grands espaces, mais il y a à la fois les petits espaces, comme le pouvoir. Moi, j'ai tenu des cours qui sont aussi en ligne sur le pouvoir. Le pouvoir, aujourd'hui, il y a 3 formes de pouvoir, complètement différentes et dissociées l'une de l'autre. Il y a le pouvoir institutionnel, qui est un pouvoir sur lequel la politique rêve toujours, mais qui, à part le fait de pouvoir peut-être, en quelque manière, réduire ou augmenter les impôts, à part le fait de pouvoir payer des institutions plutôt que d'autres, donc à part le fait de pouvoir se subventionner, à part le fait de pouvoir administrer, n'a pas vraiment de pouvoir, n'a pas de souveraineté. Puis ils ont 2 autres pouvoirs, un pouvoir énorme qui est hyper concentré, mais en même temps, parce que la dynamique crée toujours de questions complémentaires, il y a plein de pouvoirs diffus. Internet en est la preuve. Donc, ce qui veut dire en même temps que la containerisation crée aussi la localisation. Alors, on peut imaginer la localisation en faisant le clown comme les Pidgemont et Saponari de Barcelone, mais ça, pour faire le clown, il y a toutes les manières possibles. Mais en même temps, on peut organiser, justement à cause du fait que ça va disparaître, ils vont disparaître beaucoup de corps intermédiaires, y compris les syndicats, on peut organiser des autonomies économiques, sociales, non de ghetto, mais je veux dire même de gens, par rapport à certaines catégories qui ont catégories sociales productives, par exemple, qui sont complètement abandonnées par la politique officielle, même du capital. Troisième élément, c'est une action concrète corporatiste. Je m'explique. Aujourd'hui, tout est en train de sauter ou de se dégager d'un point de vue, comment dire, social, économique, les syndicats n'ayant plus lieu, tout ça, et même les parlementaires n'ayant plus pouvoir.
Nous avons par exemple, je suis ça de très près, nous avons un exemple flagrant à Bruxelles. À Bruxelles, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons un Parlement qui ne sert à rien. Donc, je dis ça à rien, ça ne sert vraiment à rien, parce qu'ils ont, je ne sais pas combien de minutes par mois pour intervention, ils n'ont même pas la possibilité de demander quelque chose à quelqu'un. Ils ont les commissions qui marchent, qui fonctionnent, mais il y a aussi tout le côté de soi-disant lobbying, ou qu'est-ce qui est ouvert au parti social, qui ont même le droit de rentrer dans les discussions, y compris les discussions même des traités internationaux, chose que les députés n'ont pas le droit. Évidemment, si c'est parce que personne ne le sait ou personne n'a vraiment envie de le faire, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui s'engagent là-dessus. Ça permet, entre-temps, au contraire, ça permet non seulement de livrer des batailles importantes, même à niveau juridique, mais ça permet de créer des cœurs, des corpos même, de la même nature à divers pays européens. Donc ça permet d'apporter déjà un pricing qui est foncièrement révolutionnaire, parce que l'alternative au capitalisme aujourd'hui n'est que le corporatisme, parce que l'autre alternative, ce serait le communisme, qui, bien sûr, un jour où tous les prolétaires de la planète se mettront d'accord et feront disparaître un coup de la province du capital, on vivra tous heureux et contents. Bon. Mais d'autres alternatives, il n'y a pas beaucoup. Par contre, le corporatisme reste une alternative, et la différence par rapport justement à l'époque des nationalistes révolutionnaires des années 60-70, où c'était un grand idéal, mais ce n'était pas possible à réaliser à cause de la mainmise de tous les syndicats. Aujourd'hui, au contraire, il est tout à fait réalisable. Seulement, il nous manque l'envie, la fantaisie et le suivi. Et le quatrième élément, c'est de refonder le nationalisme révolutionnaire dans la dynamique néo-impérialiste et multilatérale qui existe aujourd'hui, multilatéraliste. Alors, le passage de l'axe de l'Atlantique au Pacifique et en même temps l'avancée de toutes les économies du tiers monde oblige l'Europe. Quand je dis l'Europe, je ne parle pas de l'Union européenne, je dis oblige l'Europe dans son ensemble, oblige toute l'Europe, y compris la capitale européenne, toute l'Europe, à choisir s'ils doivent mourir ou s'organiser. Et normalement, la démographie nous condamne, mais le reste, pas trop. Et même les derniers éléments les derniers rapports de force, contacts, internationaux, etc., démontrent que on a vraiment la possibilité de commencer à créer un pôle. Alors, le problème, c'est quel pôle? Évidemment, s'il y a un pôle européen qui peut se créer, moi je suis assez convaincu qu'il est même en train d'essayer de se faire, avec tous les défauts qu'il peut y avoir. La condition est que faire? Alors, il y a évidemment deux positions différentes possibles, imaginables. La première position, c'est de se mettre contre parce que je ne les aime pas. La deuxième, c'est de mettre d'accord et je me mets au service parce que je vous aime. Les deux sont complètement absurdes. Il y a la troisième, comme d'habitude, qui est toujours la bonne. C'est celle qui est, par exemple, celle qui était de Garibaldi ou de Mussolini à l'époque. C'est-à-dire, si je ne suis pas d'accord avec le système en place, mais je prétends que cette dynamique est positive par rapport à une autre, je prends la même dynamique, mais j'attaque le système en place tout en faisant la dynamique. C'est la vision fasciste de la révolution, qui n'est pas la révolution communiste, c'est la révolution, c'est-à-dire c'est prendre la tête des choses en travaillant pour créer de gros problèmes, de gros clashs, mais pour changer le volant, le polaire et la direction de la route, mais tout en gardant la dynamique. Donc, ceci est, d'après moi, l'ensemble de ces quatre axes donne un futur du nationalisme révolutionnaire. Elle se base
il se base ce futur déjà sur l'acquisition de synergies objectives. Qu'est-ce que je veux dire par objective? Objectif, ça veut dire, c'est pas la peine que je me mette d'accord avec lui, qu'il se mette d'accord avec elle, et se mette d'accord avec lui, parce que sinon on passe tout le temps à parler pour rien faire. Mais si on va dans la même direction, les synergies deviennent objectives, donc agissent. Et pour ceci, il faut quand même se donner ou acquérir une mentalité stratégique, une capacité d'analyse, et que chacun, il faut que chacun ait son rôle. Alors, là-dessus, il y a des choses à faire dans tous les sens. Il y a des choses à faire, beaucoup sont faites, hein. Beaucoup sont simplement à coudre. Il y a des choses à faire dans tous les milieux. Il y a des choses à faire dans le niveau de la formation. Il y a des choses à faire au niveau de l'anthropologie politique, du mouvement politique, de l'agissement politique. Il y a des choses à faire au niveau de la conquête des élites. Il y a des choses à faire au niveau d'acquisition de certains lobbying et d'un minimum de stratégie. Personnellement, moi, j'anime plusieurs choses sur différents de ces axes, en particulier, voyons sur tous ces axes. Et je pense qu'il faut quand même commencer à voir la chose dans une dynamique future et pas dans une dynamique de rentrachement. C'est justement la différence entre le nationalisme révolutionnaire et le nationalisme non révolutionnaire. Donc, ce n'est pas de voir comme c'était beau le passé et qu'on va le défendre et va défendre ce couleur, qu'on fait naître le passé. Rothschild n'a pas été mis en danger par le légitimisme, a été mis en danger par Napoléon. Et c'est Rothschild même qui finalement a fait revenir les légitimistes, qui sont très bien en soi. Je n'ai rien contre le légitimisme, mais historiquement, il n'était plus dans l'histoire. Le vrai légitimisme dynamique était donné par Napoléon. Donc, il faut acquérir ceci. Si on acquiert cette logique et on l'actualise, on est en plein dedans le nationalisme révolutionnaire et on peut faire beaucoup de choses. Autrement, on peut faire aussi beaucoup de choses, mais il n'y aura pas de dynamique. C'est tout. Voilà, ça c'est pas simple. Après, à vous pour la question et tout le reste. On va passer aux questions. Du coup, moi j'ai une question. Oui. La BAF, la brigade antifasciste de Strasbourg, a fait un tract en dénonçant comme quoi vous étiez un terroriste. Donc, qu'est-ce que vous avez à répondre aux antifascistes qui regarderont certainement la vidéo? Moi, je ne sais pas si c'est... Et qu'est-ce qui vous a... quelles étaient les causes et pourquoi vous avez participé à tout cela? Bon, déjà, la question est un peu juridiquement un peu parce que j'étais condamné pour des délits idéologiques, mais avec la grande terroriste, parce que l'idéologie faisait peur. Alors, évidemment, l'étiquette terroriste, juridiquement, je l'ai. Maintenant, évidemment, ça sera discuté face dans un tribunal, ça dépendra de comment entendre la chose du juge. Mais à part ça, j'ai bien compris, je suis aussi quelqu'un qui les mains sales de sang. Hein. Oui, les mains. Oui, bon, ça, je vois gagner facilement. Mais le problème, c'est que je veux me parler poursuivre. C'est la première fois qu'on décide de faire une manif contre moi. Une semaine après, je suis parti. Donc, il faut laisser grandir. Une question. Vous avez parlé de la création d'un pôle européen qui est en cours. Est-ce que vous pouvez un peu détailler et parler des perspectives qu'on peut avoir avec ça? Je ne parle pas d'un autre pôle européen. Hein. Je parlais de l'Europe en soi. C'est ça. Oui, de l'Europe en soi. C'est assez simple. Assez simple. C'est pas tout à fait simple, mais on peut réduire ça à ça. Jusqu'à Obama. Hein. Obama l'avait déjà compris, mais il joue un peu sur les deux plans. Il y a eu cette coexistence
obligée entre l'Union européenne et les États-Unis, qui était une union obligée pour beaucoup moins, enfin, au-delà de ce qui paraît, il était moins fort qu'on y croit. Parce que surtout entre les États-Unis et l'Allemagne, pour des questions d'intérêt économique, la réalité est très forte, et ce qui a été fait par les Américains contre les Allemands, même l'époque d'Obama, et aussi les propositions que les Allemands ont fait pour l'émancipation des États-Unis sont assez particulières. Il faut dire, pour commencer, quelle est l'importance de l'Allemagne non politique. La politique de l'Allemagne vient par la puissance d'ensemble de l'Allemagne. L'Allemagne est un pays, évidemment, qu'on a bien su, qu'on bien sait, qu'il a été occupé, détruit, planifié pratiquement de génocide, divisé officiellement en deux, en fait arrêté, divisé en trois, parce qu'une grande partie a été bouffée par la Pologne, et laissé complètement à terre pendant longtemps. L'Allemagne a joué la carte atlantique, ce qui est normal, parce que l'Italie a fait la même. Je veux dire, les perdants, même le Japon, je veux dire, c'est même pas qui a joué la carte, c'est ce qui était. Et simplement, l'Allemagne ayant quand même cette puissance, les Allemands ont une capacité de grandir, de croître, une certaine puissance qui est toujours bien connue. Ils ont même réussi à faire presque à réussir un régime communiste, ce qui est énorme. Bon, les Allemands ont commencé à récupérer le terrain, et au point qu'ils ont commencé à avoir de reconnaissance officielle, même politique, dans l'Occident, grosso modo, donc au niveau européen et au niveau américain, à partir de la fin des années 70. Et ils en ont fait quoi? Ils ont quand même changé toute la ligne, petit à petit toute la ligne de l'Europe, et dans son ensemble, ils ont contribué de façon énorme à faire tomber le communisme, et ils ont quand même ouvert cette relation à l'Est qui est très importante. Parce qu'en fait, les capitaux, je ne parle même pas de la classe politique qui suit, les capitaux allemands sont hyper lancés vers l'Est. Et il y a cette entente entre la Russie et l'Allemagne qui existe toujours, parce que même aujourd'hui, qu'il y a eu la question qui nous vivons toujours sous la question de sanctions de l'Union soviétique et la Russie à cause de l'Ukraine et à cause on ira trop loin. Les Allemands finalement ont contourné la chose, comme les Américains. Donc c'est nous qui avons les sanctions, pas les Allemands. Alors qu'est-ce qui se passe? Trump, qui est un homme, bon, alors je ne sais pas, parce qu'il a mauvaise presse, donc il peut être beaucoup plus intelligent qu'il ne le représente aujourd'hui, mais par les actions qu'il fait, il me paraît un peu bête. Trump base cette logique sur le fait seulement que les gens qui ont du muscle commandent. Donc, dans la planète, nous avons trois gros géants économiques et trois gros géants militaires. Les trois géants militaires sont les États-Unis, la Chine et la Russie. Les trois géants économiques sont les États-Unis, la Chine et l'Europe. Donc, l'Europe et la Russie, finalement, sont complémentaires. Et séparés, n'ont aucune chance. Bon. Obama avait été très bien réussi son coup de mettre un grand parti de Russie contre l'Europe et l'Europe contre la Russie. Trump, avec toutes ces accélérations qu'il est en train de faire pour essayer de sauver la primauté américaine vis-à-vis de la Chine, je ne sais pas s'il y arrivera, je n'y crois pas. Bon, il est en train de mettre le dos au mur beaucoup de monde, y compris surtout ceux qui n'ont pas d'armes. Donc en fait, il y a eu un changement de relation entre l'Union européenne et les États-Unis assez forte, ce qui comporte qu'à la fois l'Europe a commencé à raisonner d'autre manière. On fait notre armée, on fait notre satellitaire. Il y a eu des rapprochements évidents vis-à-vis de la Russie, même de la Chine, etc. Donc, disons que les Européens, sans aller trop loin, les capitales européennes a besoin
pour survivre, de se créer une puissance, qui doit s'émanciper à beaucoup partie des États-Unis et donc être en train d'hérétique avec les autres. Et en particulier, il y a un élément fondamental qui est confirmé par ce qui a été débloqué à l'Union européenne il y a quelques mois. Ce sont les capitaux pour investir en Afrique. Il y a la logique c'est appelé différemment, mais du néocolonialisme européen en Afrique, qui est quand même pas bête du tout. En fait, c'est une ligne que je poursuis depuis longtemps et sur laquelle je travaille aussi d'autres manières, parce qu'elle n'est pas bête du tout, parce que non seulement ça sert à ne pas se faire occuper l'espace vital par les Chinois et par les autres, mais ça sert aussi, si on arrive à le faire, à créer des conditions pour que les migrations deviennent plus, qui déjà sont, il y a beaucoup de migrations internes africaines, deviennent plus intra-africaines qu'afro-européennes. Donc, il y a deux choses qui se sont passées depuis l'arrivée de Trump qui donnent la possibilité d'une naissance d'une Europe réelle. Alors, évidemment, on parle d'une Europe réelle qui ne veut pas nous plaire. Ça me paraît évident. Mais oui, mais je veux dire, il n'y a rien qui me plaît. Donc, c'est pas. Alors, le fait que l'Union européenne ne me plaît pas ne veut pas dire que, je ne sais pas, à part peut-être le Japon, je ne vois pas grand-chose qui me plaît. Alors, la question ne pas d'adhérer à quelqu'un en disant t'es mon chef, mais c'est de voir quelle est une dynamique et comment tu peux rentrer dans une dynamique en poussant ta ligne. Mais après une dynamique ne veut pas dire, je répète, ne veut pas dire signer pour une dynamique. Les choses vont dans cette direction. Je vais aussi, mais je vais séparément et je vais à mes conditions et je vais aussi casser les couilles. C'est important. Sinon, on a une vision complètement différente. C'est pour ça que entre autres, parmi les cours que je fais, je vais aussi sur la mythologie politique, aussi en parlant de l'histoire, Mussolini, Lénine, etc. Ce qui ne veut pas dire que ni Mussolini ni Lénine sont applicables aujourd'hui. Mais pour comprendre la technique, pour savoir quelle est la façon dans laquelle on peut se poser vis-à-vis des dynamiques historiques, et comment et avec quels moyens on peut, quelle logique on peut également compter. Sinon, on joue les supporters. Alors évidemment, on toujours compte. C'est parce qu'on est pour quelque chose qui, vous voyez bien que on est toujours pour quelque chose qui est contre la chose plus proche que toi. Mais c'est toujours comme les supporters d'une équipe faible qui sont toujours pour les équipes qui sont pas en première division, toujours pour l'équipe qui se battent contre l'équipe principale. Mais ça n'a changé rien, l'équipe ne marche pas. Donc la question ne pas détenir pour tel ou contre tel, la question c'est de tenir pour nous. Et tenir pour nous signifie quand même nous donner un avenir. Et nous donner un avenir par des dynamiques qui sont continuelles. Parce qu'autrement, on fait une chose, je veux dire, même si ça continuera comme ça pendant un siècle, c'est pas grave. Mais je veux dire, normalement, qu'est-ce qui se passe dans notre milieu à cause de la répression avant et après, à cause du fait que nous sommes tous, grosso modo, détachés de la dynamique réelle. Et il y a des mouvements qui naissent, qui grandissent, qui vieillissent, qui meurent, et puis un autre qui fait la même chose. Alors c'est toujours bien, parce que c'est quand même une anthropologie qui s'alimente, et c'est des endroits où on peut acquérir des connaissances, des cultures, etc. Mais pour arriver à quelque chose d'autre, il faut raisonner dans une logique à la fois industrielle et militaire, qui est la logique révolutionnaire techniquement parlant. Je veux dire, je dis même pas laquelle. Et si on arrive à acquérir celle-ci, on devient des sujets réels. Autrement, on est des sujets réels, mais des sujets réels de l'anthropologie sociale. Ce qui est quand même bien aussi, je veux dire. Mais pour faire un bond, il faut acquérir ces éléments, cette volonté de puissance et ces logique de ça. Alors, autre chose, parce que nous avons toujours nous sommes aujourd'hui nous sommes à post-démocratie, nous qui avons accouché, enfin nous qui sommes accouchés pour au contraire, par des gens qui ont donné les critiques les plus précises et plus ponctuelles et les plus fantastiques de la démocratie, nous sommes tous amis démocrates. Donc, alors non seulement nous croyons que les choses peuvent changer en parlant aux gens, ce qui est toujours bien à faire, mais c'est pour changer les gens, pas pour changer les choses, mais nous pensons aussi que tout le monde doit faire tout.
Alors, effectivement, pour obtenir un changement de ligne réel, pour entrer dans la dynamique, pour créer une nationalisme révolutionnaire, il ne faut pas que tout le monde qui est dans le courant national devienne stratège. Ça, c'est pas, il suffit même 40 personnes. Hein. Donc, il ne faut pas non plus penser, là, maintenant, on va tous comprendre la géopolitique, la géostratégie, la sociologie, mais il faut quand même essayer de comprendre cette dynamique, parce que le grand problème, c'est que, effectivement, le fascisme était autre chose. Le fascisme était quoi? Les fascismes, grosso modo, étaient quoi? Étaient de la réaction populaire gérée par de chefs révolutionnaires. Donc, c'était donner aux valeurs réactionnaires, qui sont pas mal, les valeurs réactionnaires, hein, donner aux valeurs réactionnaires une mentalité révolutionnaire. Si on ne donne pas une mentalité révolutionnaire aux valeurs réactionnaires, on ne donne rien. Donc, on est pris par les valeurs réactionnaires et on passe de la naissance à la mort en pensant, qu'est-ce que c'était bien, c'était mieux avant. Bon. Le fascisme était autre chose. Les fascismes étaient autre chose, c'était donner une dynamique révolutionnaire à cette culture réactionnaire et tout le reste. Donc, en fait, c'est ça le passage qu'il faut, c'est ça le gap qu'il faut passer. Parce que c'est très, très tentant l'idée de se complaire dans la critique réactionnaire, laquelle est partiellement bonne, je dis partiellement bonne, parce que souvent, dans la critique réactionnaire, Front National et tout le reste, la critique réactionnaire, Lega et tout le reste, la critique réactionnaire, souvent, il y a beaucoup d'éléments techniques et de données qui sont faux. Dans l'ensemble, à part les données, la logique est censée, mais bon, on ne peut pas dire qu'est-ce qui était mien. Je veux dire, quand je suis devenu, je suis terminé à cavale. Si je commençais à dire, qu'est-ce qui était mien à la maison, oui, peut-être, mais là, tu es en cavale. Alors, tu veux retourner à la maison? Bon, peut-être. Alors, tu dois faire. Il faut toujours voir et alors, la tendance, c'est se renfermer là-dessus, et puis à voir qu'il y a un coupable. Par exemple, l'idée, là, c'est on parle, tout le monde parle contre l'Union européenne parce qu'elle n'est pas. Ça ne veut dire rien, parce que l'Union européenne, c'est l'ensemble, c'est un compromis qui rassemble notre classe dirigeante. Donc, comme ça, on s'attaque vraiment à rien, finalement, que c'est pas quand même vrai. Mais quand on pense c'est l'euro, c'est l'Union européenne, ou c'est je ne sais pas quoi, donc il y a toujours le méchant qui a décidé de changer les choses. Donc, on élimine les méchants, ces choses ne changent rien à ça. Ce n'est pas ça. Parce que nous avons plein d'éléments qui rentrent en jeu. C'est l'élément démographique qui est fondamental, l'élément du mental qui nous est venu depuis 68, l'élément de changement technologique et tout, anthropologique qui vient de satellite, la continentalisation, et puis je n'ai pas parlé d'autres éléments qui sont en train de venir, comme l'essai biométrique, la robotisation. Nous sommes face à des éléments complètement inconnus qu'il faut savoir chevaucher. Dire c'était mis avant, oui, pourquoi pas, je peux m'habiller un confédéré. Oui, pourquoi? C'est magnifique, bon, mais ça ne change, ça ne rapporte pas à Pontin. Voilà. Mais je reviens à l'histoire des idées, là. Vous avez dit que le nationalisme révolutionnaire, c'est des mers, et puis le Balticum, l'épopée du Balticum. C'est pas plutôt le premier, c'est un meurtre dans sa thèse sur la révolution conservatrice, avec ce qu'on appelle le nationalisme soldatique. C'est parti de la révolution conservatrice qu'on appelle le nationalisme révolutionnaire. Mais le Balticum n'a été que une manifestation. Oui, c'est d'abord, c'est la nationalisme prussien, la nationalisme soviétique. J'ai écrit un gros article dans l'Esprit de Paris où justement c'est là-dessus, sur la révolution conservatrice. Il faut peut-être le seul d'ailleurs en français là-dessus qui est le plus général. Donc en janvier et février 2016. Le nationalisme révolutionnaire, je pense que c'est d'abord là, et après, le Balticum, c'est une manifestation du nationalisme. Il y a différentes manifestations. Oui, tout à fait juste. Tout à fait juste. Simplement, je disais que même si on fait naître le nationalisme révolutionnaire par là, on peut le faire naître par là, mais pour moi, ça reste depuis Napoléon. C'est ça que je veux dire. Ouais.
Mais le fascisme était aussi un nationalisme. Ouais, absolument. C'est-à-dire, c'est un journalisme, c'est-à-dire, c'est la modernité et la tradition. Le néo-traditionnalisme. Et c'est vrai que ce qui est très difficile, c'est pour ça que effectivement, votre intervention exposée est intéressante, c'est effectivement c'est de voir la dynamique, quelle est la dynamique, parce que c'est beaucoup plus facile d'être réactionnaire, de voir comment c'était avant, comme dit, mais révolutionnaire, c'est de voir quelle dynamique prendre et tout ça, et ça, effectivement, on est dans l'inconnu total. Et c'est qu'il faut de la stratégie, il faut faire de la stratégie. Et là, c'est difficile. Oui, mais le problème, c'est que pour faire de la stratégie, il faut deux choses fondamentales. Il faut tout d'abord une analyse précise, parce que si on se trompe l'analyse, on ne peut pas faire la stratégie, et puis il faut une volonté de puissance. Alors, ce sont deux choses importantes. La volonté de puissance, parfois on l'a, mais c'est souvent une volonté vitaliste de puissance, donc il faut se passer là, et puis pour l'analyse, moi je vais essayer d'avancer pour le centenaire, donc le 19. Je vais voir si j'y arrive, parce que c'est pas facile. Un élément de réflexion à faire dans différents pays sur, actualisons notre pensée. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ces derniers pays, la mobilisation, la démographie, le changement sociologique, le changement du... Enfin, parce que sinon, c'est très bien de dire, on copie un modèle italien, allemand, français, peu importe, qui a bien fonctionné les années 30. D'accord. Et comment? Donc, il faut quand même savoir, la tradition, c'est que je ne sais pas qui a dit ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on passe. C'est du latin travéré, mais ouais. C'est pas quelque chose, c'est pas le passé. C'est quelque chose qui passe et qui ne passe pas. C'est pas le passé. Alors, si on essaye de voir qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce qu'il était bien, je ne sais pas, Giorgio Almirante, je connais comme font en Italie. Oui, on peut discuter si c'était bien ou c'était pas bien, mais il est mort, et il est mort il y a 35 ans. Et donc, 40 même. Non, 30. Et de toute façon, ces 30 ans, ça correspond pratiquement à 3 siècles. Alors, il faut vraiment aller vers l'avenir. L'image principale, c'est parce qu'en fait, je dis aussi une autre chose, grosso modo, nous, il y a plusieurs différences, mais la différence fondamentale entre, disons, la droite radicale et la gauche, c'est que la gauche est utopique, la droite radicale se fonde sur le mythe. La différence est fondamentale, parce que le mythe est quelque chose d'éternel, qui est un modèle que tu dois suivre, mais que tu dois actualiser. L'utopie, tu veux faire n'importe quoi, donc tu n'as pas de modèle. Et les mythes, il n'y a pas que le mythe de la mythologie, comment dirais-je, dédiée, il y a aussi les mythes qui se fondent sur les poèmes littéraires et tout le reste. Et donc, l'image d'Aîné, qui laisse Troie, mais qui part de Troie avec un chien sur les épaules, donc tous sont passés sur les épaules, et Iule sur la main, et va fonder Rome, donc il va faire renaître Troie. Ça, c'est fondamental. Donc, on ne peut pas aller fonder Rome sans un schisme, on ne peut pas rester à Troie avec un schisme. C'est ça le problème. Donc, c'est ça le fort de l'actualisation, et c'est là où un nationalisme devient révolutionnaire. C'est où il va fonder, partant de Troie, il va fonder Rome, tout en important un schisme à Jules en même temps. Donc, c'est ça le travail qu'il faut faire sur nous et qui est nécessaire. Je voudrais savoir, par les dynamiques, etc., comment vous inscrivez le traite américaine par rapport au nationalisme? Le quoi? Le traite américaine. Bah, je ne sais pas, ils sont très intéressants parfois. Mais j'ai l'impression, parce que je ne connais pas trop, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop aériens. Je trouve un peu trop... ils regardent un peu les choses, je ne dirais pas de façon politique, mais presque. Je ne le vois pas incarné. Alors, je me trompe peut-être, je ne connais pas. Je sais, je rencontrais d'eux, je lu ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent, ce qui est intéressant. Mais je ne vois pas la chose très évidente. Ce qui n'empêche qu'elle le peut-être. Comme vous disiez, il y a des aspects démographiques, des aspects identitaires, des aspects
technologiques aussi, enfin, une grande question qu'il faut prendre en compte. Ouais. Imaginer quelque chose de nouveau, Ouais. de professionnel. J'ai l'impression que c'est quand même pertinent par rapport au problème démographique, mais c'est aussi au niveau de l'identité. Et là, je parle en tant qu'Européen, les Américains, c'est Ouais. Après, effectivement, moi, je connais pas tout non plus, hein, mais j'ai pas lu grand chose qui parle justement de la technologie. Même eux, je pense qu'ils ont peut-être plutôt des tendances impérialistes à la culture, parce qu'ils avaient des pouvoirs. Donc, je suis pas trop. S'ils sont un peu détachés du réel et sont intellectuels, parfois ça permet de comprendre le réel que les gens qui sont réels ne comprennent pas. Donc ça ne me donnerait pas non plus. Je ne les connais pas assez, je veux dire. Bon. Il y a quelques années, je suis allé rencontrer le formateur idéologique du NPD à Berlin. Et nous avons discuté pendant une quarantaine de minutes. Et suite à quoi je lui ai demandé s'il était en contact avec le parti équivalent en Pologne. Et il s'est montré subitement crispé et hostile. Parce qu'il y a des revendications territoriales, effectivement, de l'Allemagne sur la Pologne. Il y a également des revendications territoriales de l'Italie sur la Slovénie. Donc les deux questions que j'ai, c'est savoir, dans une Europe nationaliste révolutionnaire, est-ce qu'il y a la place pour les revendications territoriales? Et que peut-on dire à des personnes comme François Mitterrand qui disent le nationalisme c'est mal parce que c'est la guerre? Bon, commençons. Tout d'abord, le premier élément, c'est justement, nous n'allons pas faire, que je sache, moi je voudrais bien faire, mais nous n'allons pas faire que je sache l'Europe nationale révolutionnaire. Pour nous, ça ne peut être qu'une tendance. Après, une fois qu'on décide que la tendance a réussi ou n'a pas réussi, c'est autre chose. Évidemment, je pense que si nous avons à la fois, c'est l'Europe que j'imagine, bon, j'imagine, ça ne veut rien dire, mais l'Europe que j'imagine à la fois impériale et confédérée, le problème crée des mondes d'autonomie que ça dépasse complètement, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier, par exemple, la question de l'autodige, ça c'est estompé toute seule, simplement par l'argent, en plus, parce que très souvent c'est une question d'argent. Donc finalement, si on ne souffle pas sur les braises, alors cela dit, évidemment, j'imagine que les Polonais et les Allemands ne s'aiment pas. Comme c'est normal, les Ukrainiens n'aiment pas les Russes, et les Polonais n'aiment pas les Russes. Donc, tout un travail justement, s'il y a un centre supérieur de possibilités diplomates, évidemment, ça peut aider. Mais sinon, si on laisse les uns contre les autres, ça ira tout le temps. Mais après, bon, je veux dire, les gens, c'est pas entre eux et Midali tout le temps. Donc, je veux dire, après, c'est entre Polonais et Allemands, ça ne change pas grand-chose. Alors, nationalisme, c'est la guerre. C'est un peu beau, dans le sens qu'évidemment, pour qu'il y ait une guerre, il y a forcément un camp. Donc, deux camps, donc après, ça devient des nations. Mais c'est pas vraiment ça, parce que c'est pas, la guerre ont été presque toutes déclenchées par les gauches, qui n'étaient théoriquement pas nationalistes, ou qu'ils ont devenu pour faire la guerre. Enfin, je trouve que c'est une belle phrase, mais. Parce que devons-nous accepter la guerre comme une fatalité, vu que chaque peuple a des forces qui montent, qui descendent, et un peu comme des plaques tectoniques déclenchent des frictions, et d'un coup, ça cède et ça fait un tremblement. Est-ce que c'est quelque chose de naturel qui... La guerre est une chose de naturelle, c'est encore évident. Ça n'a jamais existé en une minute dans la planète sans la guerre. Après, il faut voir comment vivre, comment essayer de l'éviter, c'est possible, parce qu'en fait, normalement, pas toujours, mais normalement, ce sont surtout les guerriers qui essaient d'éviter la guerre, et ce sont surtout les pacifistes, les bourgeois qui font l'affaire aux autres. Donc, normalement, déjà ça. Bon, déjà, comment éviter la guerre, et puis comment la vivre. Et bon, mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que les guerres sont pas. Il n'y a pas, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de guerre à puissance, parce qu'elles sont trop puissantes pour se faire la guerre. Et il n'y a pas de guerre, normalement, qui implique les grandes puissances économiques, parce qu'elles sont tellement imbriquées l'une avec l'autre que ça n'a pas de bonne intention. Donc la guerre est toujours faite dans les endroits où il y a
les artères énergétiques où du reste passe toujours longtemps, passe les armes longtemps. Donc, et là, je pense que ça sera tout le temps, parce que je ne crois pas qu'on puisse savoir, sauf avoir l'utopie qu'on a l'improviste, une nation des Nations Unies qui pacifie toute la planète et qui rend tout bien les choses, mais je ne vois absolument pas. Là, c'est un genre de guerre, il y aura tout le temps. Après, évidemment, on peut le réduire, les alimenter selon la puissance qu'on a et selon l'intérêt de la puissance. Je veux dire, s'il y a une puissance impériale imprimée qui a intérêt à tenir de bonnes relations avec les pays arabes, par exemple, évidemment, ils vont essayer de réduire les frictions de guerre. Si l'intérêt, au contraire, c'est de faire monter ou descendre le prix du pétrole, de prendre la place de l'autre compagnie, etc., ils vont la favoriser. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour lesquelles ça s'affaiblisse. Okay. Pendant une guerre, est-ce qu'on pourrait espérer, étant donné que tout est verrouillé, une dynamique de l'armée, ou est-ce que ce serait, ça paraît très romantique? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Il n'y a aucun corps qui couvre aujourd'hui dans tous les domaines, en crise, la politique synthèse. Non, je ne crois pas. J'ai vu, je ne sais plus c'était, mais je vois qu'il analyse des prévisions, et estime que potentiellement, en fait, en France, c'est vraiment l'État s'effondrer pour l'anarchie. Là, l'armée, il irait sans doute essayer de reprendre le contrôle du pays, pas de manière politique, mais juste pour le sécuriser, que ce soit pas l'anarchie complète ou totale. Et donc, du coup, il va gérer. C'est des cadres auxquels je ne crois pas trop, parce qu'en fait, on a déjà des exemples hier aux États-Unis, justement. Donc, je veux dire, l'anarchie n'est jamais totale, quotidienne, sans être totale. Ça risque d'être une situation qui perdure infiniment. Moi, je ne crois pas trop à cette idée que. Je ne crois pas trop non plus à l'islam conquérant. Je veux dire, il y a forcément des islamistes qui sont conquérants. Mais l'islam n'est pas conquérant en tant qu'islam. Le conquérant, c'est pas l'islam le conquérant, ce sont les immigrés qui sont un nombre de gens toujours majeurs, qui sont forcément conquérants par leur ventre, comme on dit, mais c'est pas parce qu'ils sont islamiques. Et hein? Oui, après, bon, évidemment, il y en a aussi, parce que mais si on fait l'exemple, si on regarde aux années de plomb, avec ce qu'ils avaient comme, parce qu'un terroriste, un vrai terroriste, quelqu'un qui fait de l'armée, il a besoin d'avoir un support, d'avoir donc de gens qui les soutiennent, au moins de sympathie, etc. Les brigades rouges, par exemple, en Italie, avant de se mettre en dos le parti communiste, parce qu'ils ont commencé à tirer sur les communistes, c'est ça qui les a quand même annulés. Avant, ils avaient quand même un certain support. Parce que, quand même si on n'était pas d'accord, les communistes, je dirais, on n'est pas d'accord, mais bon, on est un petit peu courageux. Donc, et à l'époque, en Italie, on avait, grosso modo, au moins 3 attentats par semaine. Mais bon, si on considère les islamistes qu'il y a en France ou en Belgique même, on tient le discours, on doit en avoir 3 ou 4 par jour. Donc, en fait, je ne nie pas l'existence des islamistes terroristes, à part le fait qu'ils puissent être plus ou moins manipulés dans des guerres intestines entre questions de pétrole et tout reste. Je ne nie pas qu'ils existent, mais ce n'est pas vraiment la tête de la question. Oui, oui. Alors, ce qui ne rend pas, pour autant, donc, l'immigration positive. Non, parce qu'après, sur ce genre de discours, on arrive à dire que finalement, ils sont tous pacifiques. Donc, ça va. Le problème, c'est qu'il y a effectivement cette. C'est le nom de la population, la formule utilisée par. C'est un remplacement de la population qui existe, mais c'est un remplacement de la population est déterminé par beaucoup de choses. Déterminé, malheureusement, par beaucoup de choses. Donc, pour pouvoir le maîtriser, il faut maîtriser beaucoup de choses. Donc, il est forcément dû à l'idéologie que j'appelle occidentale, il est forcément dû aussi à une certaine haine pour l'homme européen qui vient d'ailleurs,
il est certainement dû à ça, mais il est certainement dû aussi à la décolonisation, le fait qu'on a créé des situations absurdes où les économies surtout africaines, etc., sont très mal organisées, sont très, et donc il y a beaucoup plus de nécessité de fuite. Et c'est dû aux satellites, aux avions, aux télés, etc. C'est dû à l'explosion démographique là-bas, c'est dû à notre mort démographique, et c'est dû au fait que nous n'avons aucune vision systémique à niveau international. C'est justement pour ça que je dis que l'idée euro-africaine est une idée fantastique. Alors que l'Union européenne, maintenant, de façon maquillée, commence à l'épouser, ça me donne des chances, parce que la nature a horreur du vide. Donc, ils viennent ici parce que tu es parti. Si tu vas là-bas à nouveau, peut-être qu'il vient plus, enfin, il vient à moi. Donc, c'est un ensemble de choses. Après, que la plupart c'est des musulmans, et qu'entre les musulmans, il y a des musulmans assassins, c'est vrai, mais c'est pas ce n'est pas que l'idée des musulmans, ce n'est pas les terroristes musulmans qui gèrent l'immigration. Et le fait de dire que dans le bateau qui vient en Italie, etc., c'est plein de terroristes, moi je n'y crois pas du tout, parce que les terroristes ne viennent pas en bateau. Les terroristes viennent en avion avec un passeport, un visa, donc je trouve que c'est un peu court. Si on va dire que donc, que s'ils ne sont pas terroristes, ils doivent venir. Bon, là, on va passer à la séance dédicace et puis D'accord. de bouquins. Si vous avez d'autres questions, on pourrait parler directement à M. Dinolfi. Merci.